Salut tout le monde, ici Matt Lévesque du Saglac Podcast. Épisode 7 aujourd'hui, c'est l'épisode maudit que je l'ai surnommé parce que c'est un épisode que j'ai dû réenregistrer avec mon invité qui a eu la générosité de se redéplacer dans les studios ici même sur la rue Racine. Hein, on est dans les bureaux de Énergie et de Rouge, dans les bureaux de Bell Media. Et mon invité s'est redéplacé pour qu'on enregistre une deuxième fois cet épisode-là. Mais ça a été vraiment cool parce qu'on est allé dans d'autres sujets qu'on n'avait pas parlé la première fois. On a eu un bug technique. Je pense que dans toutes les histoires des podcasts, ça doit arriver. Un épisode que ça chie dans le mythe, comme on dit. Nous autres, c'était l'épisode 6. On a fait ça direct au début. Fait que là, c'est l'épisode 7 aujourd'hui. J'ai décidé de le publier après l'enregistrement que j'ai eu avec David, le directeur de la station ici. Épisode quand même très cool. Il est un petit peu plus court, je vous le dis. J'ai voulu qu'on sorte les grandes lignes. Et bien, il y a encore du jus pour d'autres épisodes avec Jean-Philippe. C'est Jean-Philippe Bouchard qui vient nous visiter. Jean-Philippe Bouchard est avec sa famille sous vous les connaissez sous le gin du kilomètre 12. C'est la gang de la distillerie du Fjord. C'est vraiment des bons produits. Jean-Philippe, encore très généreux, qui est arrivé ici en studio avec un petit prêt à boire. On a bu une petite liqueur de thé des bois là, au citron. Là. On a assez ri. Là. Sérieusement, c'est vraiment un bon épisode. On apprend le parcours d'un entrepreneur. On apprend le parcours on apprend aussi que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont vraiment fiers du kilomètre 12 puis qu'ils disent que c'est leur gin. Fait que, encore une fois, ça donne toute la raison à ce podcast-là d'exister, le Saglac Podcast. J'aimerais ça qu'on dise que c'est notre podcast aussi. C'est juste moi qui est à la barre de cette animation-là. Mais sérieusement, bon podcast. Ça parle de boissons, d'entrepreneuriat. Ça parle de faire un pitch à la SAQ. Ça parle d'un petit projet sur le site qu'ils ont aussi à Saint-Fulgence qui va voir le jour dans les prochaines années. Là, ils sont encore en développement. C'est vraiment un bon podcast. Jean-Philippe est extrêmement généreux. Jean-Philippe a la jasette facile. Et puis, j'ai juste passé un bon moment en sa compagnie. Je vous rappelle que si vous voulez venir me voir en spectacle, ben, c'est simple. Vous allez sur mon site internet, le www.mattlevesque.lol. Autre projet à part ça, ben, j'ai le théâtre du bien beau. Hein? Si vous ne le savez pas, depuis 3 ans, on est dans la création d'une pièce humoristique. À chaque été, moi et mon collègue Simon Trottier, on démarre l'écriture de notre 4e création dans les prochains mois, là, les prochaines semaines. Ça presse, il faut qu'on commence ça. D'habitude, on est déjà starté, mais là, on est occupé comme ça se peut pas. Je sillonne les routes du Québec avec mon one-man show. J'ai bien du plaisir. Le podcast. Et à part de ça, j'en ai glissé un mot dans l'épisode précédent, mais là, il y a de la merch qui s'en vient pour vous. Vous allez avoir votre tuc nozzle ou votre calotte ou votre T-shirt qui s'est marqué des Devon, des poires, des ananas. Toutes des running gags qui se retrouvent sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, s'il y a une place que tu veux me voir performer, oui, sur scène, mais sur les réseaux sociaux, c'est vraiment aussi intéressant. C'est là que je mets tout l'amour que j'ai pour mon métier, même si c'est des sketchs bien innocents, bien grivois. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire du stock sur les réseaux sociaux. Alors, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Matt Lévesque, humoriste sur TikTok, Matt Lévesque sur Facebook, Matt Lévesque sur Instagram. Et puis, sur ce, je me tais, puis je vous souhaite un bon podcast. Salut Jean-Philippe. Salut. Merci beaucoup d'être là pour la première fois. Oui, ça me fait plaisir. OK, bon, on va commencer tout de suite. T'es l'épisode maudit. Pour faire une histoire courte, il y a 2 semaines, on a enregistré 2 podcasts. Un qui a super bien fonctionné avec mon chum Fred des Cidres Joli Rouge. Et t'es venu enregistrer un autre podcast. Et il y a eu un autre système qu'on avait qui a peut-être chié dans la pelle. Fait qu'on a fait une émission qui était... je pense qu'on a l'audio, mais on n'a juste pas le vidéo. C'est ça qui est arrivé. Je pense que l'audio, vu qu'il fonctionnait, tout est correct, mais on n'a pas le vidéo. Fait que bref, aujourd'hui, on reprend ça. Et tu m'as coûté une paire de billets de spectacle. Oui. Ouais, tu viens voir mon show ce soir, à la baie. OK. Hey, merci beaucoup d'être là. Encore une fois, Saglac Podcast, on va parler de... merci aussi pour le petit breuvage. On va parler de l'histoire de la distillerie du Fjord. J'aimerais ça qu'on commence en ordre chronologique, qu'on parle de ton parcours. Tu es un petit gars
qui vient... Ah, je trouve ça weird parce qu'on s'en est chasé il y a 2 semaines. Mais on va faire les grandes lignes. Ça se peut que l'épisode soit un petit peu plus court, là, justement, à cause de ça, mais on va faire les grandes lignes. Toi, tu es un petit gars qui vient d'ici, du Saguenay. Ouais. Ben là, présentement, la distillerie du Fjord, pour expliquer les gens, c'est que vous êtes un grand producteur de gin, puis vous êtes installé à Saint-David-de-Falardeau. Ouais, Est-ce que toi, tu viens pas de ce coin-là? Il y a des affaires que je me rappelle, puis il y a des affaires pour vrai. J'ai tellement la tête pleine que je me rappelle pas de tout. Écoute, recommençons du début. Mais moi, je suis né à Alma, au Lac-Saint-Jean. Donc, ça fait bien. Quand je suis au lac, mais je dis que je viens du lac. Mais j'ai grandi à Chicoutimi-Nord. Ouais. Donc, tu sais, moi, Chicoutimi-Nord, Saint-Honoré, Falardeau, ça fait des années que je fais de la planche à neige au Valinois. Ouais. Donc, c'était notre terrain de jeu. Là. Quand on a démarré le projet de la distillerie en 2016, Saint-David-de-Falardeau, c'était notre spot numéro 1. Ouais. Puis la distillerie est là depuis ce temps-là. C'est vrai que c'est beau. Je suis allé l'autre fois là, en plein automne. Là, c'est Christy de beau coin. C'est vraiment un Christy de beau coin. Vous êtes bien établi en plus. Là, votre setup est vraiment incroyable. OK, fait que tu grandis dans ce coin-là. Dans le fond, à Alma, tu t'as mouvé quand est-ce? Vraiment jeune. Vraiment jeune. Vraiment jeune. Mon père travaillait chez Alcan aujourd'hui Rio Tinto, puis on s'est promené pas mal. J'habitais en Europe. OK. On avait bougé à Montréal. Puis Chicoutimi-Nord, Chicoutimi-Nord, j'ai fait la majeure partie de ma vie là-bas. Puis, mais c'est ça. Non, je me considère quand même un gars de la place. OK, cool. Et puis après ça, tu fais tu es à Chicoutimi-Nord, tu vas à l'école secondaire. Après ça, dans ta tête, es-tu déjà dans... Moi, j'aimerais ça être un entrepreneur dans la vie. L'idée germe-tu déjà dans ta tête? Moi, j'ai toujours eu l'entrepreneuriat dans le sang. Quand j'ai étudié en administration, en finance à l'université à Chicoutimi, puis j'avais un ami qui avait une petite pizzeria à Saint-Gédéon, puis j'avais ouvert un bar à Saint-Gédéon, j'avais 19 ans. Donc, le bar Le Saint-Gède, qui existe encore aujourd'hui, en fait, sous une autre forme, là, c'est le camp du Draveur. Donc, mon ami Nick Gingras qui a revampé la place. Comme le food truck estival qui est là-bas. Là. Oui, exact. C'est cool. Voisin de la Micro du Lac. Fait que moi, à une certaine époque, je me mettais nu-pied au mois de mai, puis je remettais mes chaussures au mois de septembre pour aller retourner à l'école. Je passais tous mes étés là-bas, je faisais des cocktails, je m'étais fait plein d'amis, c'était vraiment le fun. Je travaillais au bar de l'université aussi, au bar UQAC. Donc moi, j'ai toujours baigné un peu dans ce monde-là, le monde de l'alcool. Et à un moment donné, par la force des choses, j'ai mergé les 2 choses pour lesquelles j'étais né, c'est-à-dire travailler comme entrepreneur dans le monde de l'alcool. Fait que là, ça fait 8 ans qu'on est là-dedans. Là. Ben, tu fondes la distillerie du Fjord. V'là 8 ans, ça fait 8 ans que ça... Mais de ce que je me souviens de notre précédente conversation, qui est dans les limbes, t'avais fait beaucoup de tests avant d'arriver à tu sais, tu as étudié justement en administration à l'université, puis pendant ce temps-là, tu commences à faire du gin artisanal avec des amis ou... Avec mon frère. Avec ton frère, oui. La distillerie, c'est une entreprise familiale. Oui, avec ton père aussi qui est là-dedans. Oui, mon père est là-dedans aussi. Donc, à un moment donné, là, je suis dans le sous-sol chez mon frère. Mon frère, il demeurait à Québec à cette époque-là. Puis, je tombe sur de la verrerie de chimie. Moi, je connaissais pas ça. Je commence à gosser avec ça. Puis mon frère me dit, ben oui, ça, c'est comme un petit alambic. C'est comme ça qu'on peut fabriquer de l'alcool. OK. Oh, fait que là, je me dis, OK, intéressant. Déjà un fan de spiritueux à cette époque-là? Déjà un fan de gin, particulièrement. Tu bois juste du gin à cette époque-là? À cette époque-là, écoute, on faisait des jeux de mots avec gin, on ginait tout le temps. OK, ouais. Fait que les ventes de gin, quand je travaillais au bar UQAC, les soirs que j'étais cédulé à l'horaire, il y avait tout le temps un pic. Pourquoi t'avais-tu ton petit cocktail spécial ou c'était vraiment juste tu vendais le gin tonic? J'étais fan de gin tonic à cette époque-là. Mais arrête-moi si je me trompe, je pense que avec l'arrivée du... il me semble le premier gin populaire au Québec, c'était le Ongava. Ongava. Ouais. Oui, parce que... C'est-tu fait au Québec, Ongava? Oui, c'est encore fait au Québec. Ouais. Aujourd'hui, ça appartient à une plus grande société. Il y a des grands joueurs là, dans ce milieu-là. La marque a été rachetée, mais oui, ça a été un des premiers gins québécois qui sortait du cadre habituel des London Dry Gin qu'on était habitués. Puis j'en servais au bar Le Saint-Gède, ça veut dire 2011-2012. Est-ce que le Bombay est considéré comme un London Dry Gin? Absolument. Oui. Ouais, ça, c'est vraiment... C'est des gins les plus vendus au monde. Oui. C'est un peu là... Ah, mais il est bon, ce gin-là. Oui, mais tu sais, il passe... Mais tu sais, parce que pour moi, London Dry Gin, j'ai encore juste le...
mon ami, il avait ça dans sa chambre, puis on avait goûté à ça quand on était jeune. Une grande lampée de ça. Puis, ça brûlait, là, tu t'en souviens, le Beefeater. Là. Ah ouais, ouais, la bouteille comme faite carrée. Puis là, j'étais comme, non, mais ça, c'est vraiment pas bon. Puis tu sais, là, à un moment donné, quand t'arrives puis tu goûtes du Ongava, tu fais, ah, OK, ça existe aussi. Ouais. Mais tu sais, le gin, c'est trippant parce que, bon, à la base, c'est fait avec du genévrier. Ça, c'est l'aromate numéro 1 pour faire du gin partout dans le monde. Mais après ça, tu peux t'amuser à faire n'importe quoi. Donc, tu sais, nous autres, on a fait un gin aux épices boréales parce que c'est ça qu'on avait dans l'environnement alentour de la distillerie. Mais il y a des gens, tu sais, comme dans le Bas-Saint-Laurent, la distillerie du Saint-Laurent, avant, faisait avec des algues. Tu sais, il y a eu des gins de toutes sortes de sortes. Tu as ta matière première qui est le genévrier. Puis après ça, ça t'en a fait de quoi au bleuet, ben, tu rajoutes l'aromate de ton choix. C'est ça, exact. Fait que le gin donne beaucoup de flexibilité. Puis, ben, c'est ça. Fait on s'est interdit de distiller par la loi à la maison. Okay? Quand tu appelles au gouvernement pour un permis de distillerie, ils vont te poser la première question, c'est est-ce que tu as déjà distillé de l'alcool? Donc, si tu réponds non, ils vont dire, ben, écoutez, on ne donne pas de permis de distillerie à quelqu'un qui n'a pas les connaissances ou qui n'a pas d'expérience. Donc, est-ce que c'est dangereux ou... Ben, c'est que oui, il y a certains... C'est de la chimie, hein? Donc, il y a certaines manipulations qui peuvent être dangereuses. Les vapeurs d'alcool, certains types d'alcool aussi. Là, les fameuses légendes de rednecks qui perdent la vue là, avec le méthanol. Là. Bon, ben, ça, c'est quelque chose qui est... La baboche, là, ce qu'ils font en prison avec des patates d'un sac de... Ouais. Ah ouais, OK. Acheter le fameux premier pot maçon, là, ça, c'est bien important. Mon père, il en faisait avec des cerises. Il m'a dit, j'ai fait de la baboche, t'en veux-tu une bouteille? Puis, tu sais, là, c'était un running gag, une bouteille de vodka, tu sais. Ouais. Puis, à un moment donné, je l'ai ouvert, on va y goûter. Puis, Christy, c'était bon. Ah ouais? Oh, ouais, tu sais, avec des cerises, rajouter de la levure. Puis, j'étais comme, j'étais vraiment surpris, c'était très bon. Tant qu'il jetait le premier pot maçon, il n'y avait pas de trouble. Surtout avec des cerises, là. Pourquoi faut que tu jettes... Ben, c'est une question de chimie. Là. Donc, dans la fermentation, surtout dans la fermentation de fruits, il se crée beaucoup de méthanol. Puis le méthanol a un taux d'évaporation qui est beaucoup plus bas, donc à 64 degrés. Okay. Et l'éthanol, donc l'alcool de consommation, c'est 78 degrés Celsius. Donc, un s'évapore avant l'autre. Ouais, Donc, les premières gouttes qui sortent de l'alambic, surtout quand il distille de l'alcool de cerise comme ça, donc il y a une forte concentration de méthanol. Et c'est ce qui attaque la rétine oculaire. Oh, OK, c'est dangereux. C'est ça, tu sais, bon, il y a vraiment un concept de chimie derrière ça, mais c'est pour ça qu'il faut jeter le premier pot maçon. Mais bon, c'est interdit. Mais c'est quand même bon de le dire, hein, les baladeux qui nous écoutent. Là, hein. Mais c'est interdit de distiller de l'alcool à la maison. Donc, nous, on faisait de l'huile essentielle. Donc, c'est important de le mentionner. OK. Ça, donc, c'est la pause pour dire qu'on fait de l'alcool, mais on est légal, on fait de l'huile essentielle. C'est ça. OK. Deuxième question du gouvernement pour un permis de distillerie. Ben, tu réponds, ben oui, j'ai déjà distillé de l'alcool. Donc, ils disent, OK, ben parfait, où est-ce que tu as déjà distillé de l'alcool? Deuxième question. Ben, là, si tu dis dans le sous-sol chez ton grand frère, ben là, ça part mal. Donc, nous, on était allés à Kelowna, dans l'Ouest canadien, pour suivre une formation. Oui. OK, oui. Ouais. Donc, on avait appris vraiment tous les rouages du métier, toute la législation, toutes les règles, comment ça marche. C'était-tu bien long comme formation? Non, c'était une immersion. Donc, tu sais, on travaillait dans la distillerie pendant une semaine avec des profs, avec des coachs. Puis après ça, on avait un suivi avec eux autres si on avançait dans nos projets à Kelowna. C'était une micro-distillerie, c'était passionnant. On avait fait du gin, de la vodka, du whisky. Malade, ça. Ouais. Vous avez-tu fait en auto? Vous avez-tu traversé le Canada? Vous avez pris l'avion? Non, on avait pris l'avion. On a pris l'avion, oui. Non, parce que c'est quand même une bonne ride. Ouais, c'est pas la porte à côté. Non, effectivement. Mon père, qui est dans le projet de la distillerie, ben, à cette époque-là, il avait dit, ben, écoutez, les gars, si vous voulez faire du gin, ben, on va aller se former, on va apprendre comment le faire comme il faut. Puis, et moi, je faisais ma maîtrise à cette époque-là, 2015-ish. J'avais rédigé le plan d'affaires de la distillerie dans le cadre d'un de mes cours. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est comme un casse-tête. Hein? On dit, OK, plan d'affaires en poche, on va chercher notre expertise. Hein, le gin, là, ça commence à exploser au Québec. Fait qu'on a dit, let's go, on se lance. Fait qu'on fondait la première micro-distillerie. Le timing était parfait parce qu'il y avait vraiment une explosion, justement, du gin qui arrivait à ces tablettes. Là, j'étais à la SAQ à cette époque-là. Puis, on s'en faisait demander beaucoup là, du kilomètre 12 puis tous les gins qui... en tout cas, c'est le fun. Il y avait beaucoup de distilleries qui ont vu le jour dans ces périodes-là. Puis c'était le fun pour les entreprises québécoises. Mais c'est quoi que je voulais dire à part ça? OK, fait que là, combien de temps ça prend vos tests que vous faites, vos tests d'huile essentielle avant de dire « Hey, cette formule-là, on commence à trouver que ça a du bon sens. » L'étude de marché, c'était on fait boire ça à du monde, puis...
Oui, ben, le processus a pris quasiment 18 mois. Okay? À partir du moment où on a dit, OK, on est parti à Kelowna, on a fait les démarches pour aller chercher notre permis, on a fait toute la R&D du kilomètre 12 jusqu'à temps qu'on arrive sur les tablettes de la SAQ, à peu près 18 mois. Donc, ça a quand même été rapide. Là. Ben, c'est rapide, puis pas quand tu es en démarrage d'entreprise, puis là, tu as hâte d'arriver justement au bout. Mais faire du gin, c'est pas si compliqué que ça en soi. Okay? Le vrai défi, c'est de faire un bon gin. Un gin que les gens vont faire comme, OK, wow, là, il y a vraiment un travail il y a vraiment de la qualité. C'est raffiné, il y a quelque chose, il y a une signature. Tu sais, exact. Donc, ça a été des soirées de dégustation de gin à l'aveugle avec des amis, avec des gens qui connaissaient beaucoup ça, moins ça. Puis ce qu'on faisait, c'est qu'on avait des recettes maison à travers des recettes qu'on avait achetées, à travers des gins qu'on avait achetés à la SAQ. Puis on prenait les commentaires des gens, on ajustait la recette, notre recette à nous autres en fonction des commentaires. Vous ne disiez pas que ça, c'était, mettons, on a acheté le Hendrix, mettons, puis ça, c'est votre recette. Ouais. Fait que vous ne le disiez pas, puis le moment donné, le monde faisait « Tabarnak, ça, c'est méchant. » Tu dis « ça, c'est le nôtre. » Ouais, c'est ça. Là, tu dis OK, on retourne sur la table à dessin. À un moment donné, je me souviendrai toujours, là, il y avait eu une soirée, on avait eu à peu près 8 ou 9 personnes sur 10 qui avaient eu un consensus de dire hey, wow, OK, ça, c'est vraiment le meilleur de toute la dégustation à soir. Puis on s'était regardé avec mon père, mon frère, on s'est dit hein, c'est le nôtre. Ah ouais? Ouais. Fait qu'on a, OK, ça veut dire que là, on tient de quoi? On tient de quoi, là. Ah, OK. Fait que là, on s'amène, on est au printemps 2017. Comment vous dégustez un gin? Tu le mets sur glace ou c'était-tu... Il y avait trois méthodes. Straight, OK, ouais. Sur glace, puis en gin tonic. OK. Ouais, c'est vrai. C'est pas fou. Ouais. C'est pas fou. Ouais. Parce que, tu sais, mettons... ben, tu le goûtes nature, puis après ça, tu le goûtes froid, puis tu le goûtes en cocktail. En cocktail. Ah ouais, c'est pas fou. Ouais. Fou. Ben, tu vas être chaud raide à la fin de ces soirées. Ben, c'était toujours... Hey, c'était lequel? On les aime toutes, là, mais... c'est de se souvenir, le bon. Bon, ils goûtent plus rien. Là, ouais. Okay. Non, il y avait vraiment un processus de R&D qu'on avait mis en place pour y arriver. Puis ça l'a porté fruit parce que dans les premières batches de kilomètre 12, on avait envoyé des bouteilles à la compétition internationale de San Francisco. Donc, printemps 2017, on envoie des bouteilles à San Francisco. C'est une des plus grosses compétitions dans le monde des spiritueux. Puis, à ce moment-là, on remporte compétition de gin ou compétition de tout spiritueux confondu. Puis, il y a la catégorie de gin. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Exact. Ouais. Donc, on reçoit les résultats. On a gagné une médaille d'or avec notre gin. Fait écoute, on était vraiment contents. Là. Ben ça veut dire que c'est plus juste nos amis puis la famille qui trouvent ça bon. C'est aussi à l'aveugle des professionnels du monde du gin. Des professionnels. Non. Puis après ça, tu as ta petite carte dans la manche pour dire là, ça vaut de quoi notre produit. Okay. Ouais, fait qu'après ça, là, vous achetez, parce que moi, quand je suis allé visiter, tu m'as fait visiter les installations, mais en face, il y avait le garage qui était votre premier. C'était votre bunker, hein? Ah, le garage. Oui, le garage. Fait que vous avez acheté un garage turquoise à la couleur du gin kilomètre 12. Là, pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est vraiment la couleur signature, autant sur l'étiquette que sur vos produits. Ouais. Vous vous ramassez dans le garage, puis là, vous faites du gin. C'est quoi la première étape à un moment donné? Parce que vous autres, vous n'avez pas le choix de dire il faut qu'on se ramasse les tablettes de la SAQ vu qu'on est dans une province qui a un monopole. Ouais. Exact. La SAQ, techniquement, c'est notre seul client, okay, dans les faits. Oui, oui. Donc, nous, on vend la SAQ. Après ça, c'est distribué à travers le Québec, etc. Mais bon, on est au printemps 2017. Notre gin est prêt. Okay? Donc, on book l'étiquette est prête? Oui, tout était prêt. On book un meeting avec la mise en marché de la SAQ. Donc, on prend l'auto, on fait les 5 heures de route, on s'en va à Montréal. On avait un meeting, 20 minutes. C'était quasiment chronométré, là. Digne de ce que j'avais appris à l'école. C'est une scène de film, dans le fond. Les trois entrepreneurs qui shakent du pied un peu avec leurs bouteilles, puis c'est comme, c'est à vous autres, OK? Oui. Ça doit être... Tu as tout mis de tes efforts là-dedans, fait que t'espères juste que ça... exact. Là. C'est là qu'on... Eux autres, ils ont-tu fait nature sur glace en cocktail ou ils ont vraiment juste goûté... Non, ils ont goûté straight comme ça, mais à la SAQ, ils tu le sais, ils recrachent. Il n'y a personne qui recrache. Oui, il n'y a personne qui recrache. Moi, le monde disait, faut que tu recraches à la tête. En tout cas, moi, juste dans les régions, le monde, il crachait pas. Hey, on se mettait pas chaud, mais on prenait du vin, deux, trois petites copes de vin. Non, c'est pas... OK. Donc, meeting, on présente notre stratégie, on présente notre produit, etc. Puis, je me souviendrai toujours... C'est quoi votre stratégie? Les grosses lignes, là, mettons, les grandes lignes, les gros points là, de... notre stratégie était d'arriver avec une approche vraiment qualitative pour un gin qui allait autant se démarquer sur glace qu'en gin tonic, mais en cocktail aussi. Ouais.
de miser signature du territoire. Exactement. Signature sur la forêt boréale. Donc, on était un petit producteur indépendant du Saguenay, familial. Puis c'est une expérience qu'on voulait offrir aux consommateurs. Puis vous faites affaire avec un herboriste, un monsieur, comment, Fabien? Oui, Fabien. Oui. Un gars flyé quand même. Que moi aussi, nous autres, quand on était au Coureur des Bois, il ramassait des herbes justement pour faire des bières. Là. Il faisait un impérial blanche là, qu'on faisait avec des herbes boréales. C'était vraiment très bon. Là, ça rajoute vraiment du caractère à ta boisson. C'est vraiment trippant. Ouais. Puis fait que là, vous arrivez là-bas, vous misez là-dessus. Le meeting se passe bien, les 20 minutes? Oui, le meeting se passe vraiment bien. En fait, on était prêts. Là, ça faisait des mois et des mois qu'on travaillait là-dessus. Puis nous autres, c'est une fenêtre où il faut que tu livres la marchandise puis il faut que tu sois prêt. Sinon, ils vont dire revenez quand vous allez être prêt. Ouais. Donc, on fait notre truc. Puis à la fin du meeting, on dit en passant, on a gagné une médaille d'or à la compétition de San Francisco. Bon, ils se regardent, ils font comme OK, c'est bien, bravo. Il dit c'est bon, on va vous prendre 5000 bouteilles. 4. Fait que, OK. Là, tu veux pas perdre la face? Ben non. Tu dis OK, pas de problème. Mais là, tu penses-tu que, mettons, d'un coup, c'est un oubli à cause du stress, vous mentionnez pas le concours à San Francisco, ils prenaient-tu 5000 bouteilles pareil? Ou ça a juste été le stand de. C'est une bonne question. Ouais. Mettons, on l'aurait pas oublié parce que ça faisait partie du plan de match. Là. Ouais. Si on l'avait gagné ou pas, ça aurait peut-être été autre chose, je ne sais pas. Mais la qualité du produit était au rendez-vous. Puis c'est ce que la SAQ recherche aussi. Là. C'est d'avoir des produits de qualité, des produits qui ont une histoire, qui ont une identité, qui sont bien faits, etc. Je pense que c'est ce qu'on a toujours proposé avec le gin. Puis... On peut bien chialer contre la SAQ parce que c'est le monopole. Moi, je me rappelle, une des peurs que j'avais quand je travaillais là-bas, c'est je vais-tu garder ma job? Ça va-tu rester un monopole? Parce que là, je lisais les commentaires sur Internet, puis le monde était comme ça n'a pas de bon sens, ils sont trop payés cher. Puis le monde, ils connaissent aucunement les conditions de travail de la SAQ. Quand tu rentres, puis tu es le dernier, puis tu sais, mettons, je rentre à la SAQ à Québec, ils vont me dire OK, ben toi, tu es dans ce secteur-là, tu as 4 succursales que tu peux travailler. On va travailler tout le temps. Écoute, je ne manquerai pas de job. À Dolbeau, moi, j'avais pas mal juste Dolbeau. Puis quand ils étaient dans Marde, ils m'appelaient pour Saint-Fé puis Robertval parce qu'eux autres, ils font partie de la même division. Okay. Fait que, tu sais, moi, là, des fois, là, j'ai été appelé à travailler à la fête du travail. Puis après ça, on me rappelait c'est au mois d'octobre, là, l'action de grâce. Puis on me rappelait à Noël. Tu sais, Chris, essaie de gérer ton budget à travers genre des appels de main. Puis c'est des chiffres de 3 heures, 4 heures. Hey, là, c'est vraiment tough, mais tu sais, je me rappelle que si tu magasines intelligemment avec ta carte Inspire, puis ils font vraiment des belles promotions pour les compagnies québécoises. Les vins du Québec aussi, que malheureusement, là, les vins du Québec, là, c'est plus dur. Les températures font en sorte qu'on a de la misère à tirer du bon vin à partir d'ici parce que c'est trop froid. Puis moi, je me rappelle que, mettons, la fin de semaine de la fête des pères, ben là, c'était comme 10 % sur tous les produits québécois, la carte Inspire. En tout cas, il y avait des belles promotions. Puis je voyais aussi qu'il y avait un impact sur tous vos produits pendant ces fins de semaine-là. Puis les gens sont au rendez-vous, parce que un peu avec le monde des microbrasseries, moi, je me souviens, on avait délaissé les grandes marques pour arriver dans les soirées entre amis avec 3-4 bières de micro, des styles différents, etc. Fait que, dans le monde du vin, dans le monde des spiritueux, c'est la même chose. Fait que là, il y a de l'expertise qui est en train qui se développe depuis les dernières années. Le vin québécois, oui, il avait mauvaise réputation il y a quelques temps, mais c'est en train de changer solidement. Je pense qu'il y en a qui vont commencer à travailler en serre. Je sais pas, je me suis fait dire qu'il faut faire pousser du raisin dans les serres. Fait comme ça va pouvoir être 4 saisons ou ça va être plus contrôlé en tout cas. Fait que c'est ça que je m'étais fait dire. Puis ça a l'air que ça fait vraiment toute une différence sur le goût du vin parce que c'est vraiment dur. Et puis tu peux tout perdre. T'imagines tout ton travail d'une année, puis là, il y a comme un froid qu'on n'avait pas prévu, puis un gel, puis tu fais non, ça doit être terrible. Ouais. Tu sais que nous, on est sur un projet de vignoble à Saint-Fulgence. Ouais. Depuis. Cool, ça. On n'avait pas parlé dans le dernier podcast. On n'avait pas parlé, hein? On avait-tu parlé? Non, OK, cool. Mais là, tu ouvres la porte. Fait que je me dis, cool, écoute, vas-y, ça m'intéresse au bout. Ça fait 3 ans qu'on a démarré ce projet-là à Saint-Fulgence. OK. Dans le fond, on est rendu à 5000 pieds de vigne. Puis, tu sais, ça prend énormément de temps avant que la vigne atteigne la maturité nécessaire pour pouvoir produire du raisin. Ouais. On a fait nos premières vendanges là, cet automne. On a ramassé à peu près 400 kilos de raisin. OK. On a officiellement notre permis de vigneron. OK.
Est-ce que c'est tout le même raisin ou vous avez du raisin qui vient de partout un peu? Parce que moi, il y avait un gars proche de chez nous, là, proche de Vauvert, qui avait comme une sorte de petite vigne pour pouvoir aller ramasser du raisin là-bas. Puis il disait, ça, c'est du raisin bleu de Norvège, ça, c'est du raisin vert. Puis on goûtait à plein de sortes de raisins, du Somerset, de la fin dans le même. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment trippant. J'allais là, on ramassait un gros sac de raisin, ça nous coûtait 3$. C'était ridicule. Ah ouais. J'aimais vraiment ça. Ramasser du raisin, c'est le fun. Là. Ben oui, mais ça, là, ça a quelque chose d'un peu de bucolique. Tu as l'impression d'être en voyage mais quelque part. Là, vous travaillez sur un projet de faire votre premier vin? Oui, en fait, on va faire nos premiers tests. Nos premiers tests sont en cours. Là. La fermentation est pas mal terminée. Le vin va décanter pendant plusieurs mois. Donc, ça va être des petites batches pour, on va dire, consommation personnelle pour commencer. Mais ultimement, le but, c'est d'arriver avec une production suffisamment grande. L'objectif est de produire à peu près entre 7 à 10 000 bouteilles par année. Est-ce que ça rentre dans la distillerie du Fjord ou ça va être un autre business? C'est un autre projet. Ça s'appelle le Vignoble des Battures. OK. Puis j'étais avec mon père, mon frère là-dedans aussi, puis un couple d'amis, le Luc et Héloïse, qui sont... Héloïse, elle a grandi à Saint-Fulgence. Ses parents sont là aussi, ils font la J'adore ce coin-là. C'est vraiment beau. Je veux recevoir je ne sais pas s'il existe, le monsieur Roger du pain Roger. Là, mais j'aimerais ça le recevoir parce que il y a quelqu'un qui est arrivé avec un pain tantôt à la station, puis il y a plein de monde qui n'avait jamais goûté, puis il mangeait des toasts, puis là, on était tabarnak, ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment le meilleur pain que j'ai jamais goûté de ma vie. Là. C'est incroyable. C'est quelque chose. Moi, j'arrête tout le temps. Oui, mais le monde, moi, je l'ai arrêté l'autre fois, puis elle m'a dit qu'il n'y avait plus de pain, fromage, bacon. Elle dit, ça va être plus tard dans la journée. J'ai fait un détour pour ça. Ah ouais, mais ça vaut le détour. Ça vaut le détour. C'est un beau coin, je trouve, Saint-Fulgence, c'est le fun. C'est sur le bord du fjord de même. Vraiment. OK, fait que vous avez ce projet-là, cool. Vous travaillez sur un rouge, puis vous travaillez sur un blanc? Oui, on a des 75% des cépages, c'est des cépages blancs. Fait qu'on va faire blanc, principalement blanc, un peu de rosé, puis on a des cépages rouges. Donc ça, on va les laisser maturer justement pour développer nos compétences parce qu'on n'était pas des agriculteurs, puis on n'était pas des vignerons non plus. On est des distillateurs. Mais écoute, c'est notre monde dans lequel on est habitué de vivre. Est-ce que tu peux te servir de... Tu sais, tu m'as montré des barils l'autre fois. Vous aviez des barils à votre... Est-ce que vous pouvez te servir de ça pour ton vin, puis mettre du vin dans des barils pour aller chercher le côté boisé, puis tout avec l'alcool? Absolument. Oui, c'est intéressant. Oui, puis le permis qu'on a, c'est un permis artisan qui nous permet de distiller aussi. OK, ouais. Donc tu sais, quand tu as pressé le raisin, il reste le marc de raisin. Donc, tu peux redécoller une deuxième fermentation avec ça. Généralement, c'est moins intéressant d'un point de vue dégustatif, mais il y a de l'alcool. Donc, souvent, ce que les gens ils font, ils la distillent pour faire de la grappa. Ouais. Donc, écoute, c'est notre terrain de jeu, le monde de l'alcool. Donc, on va continuer de s'amuser. On est en culture bio en plus. Fait qu'on est comme... vraiment, là, c'est un super projet. C'est vraiment trippant. Carlique, j'ai hâte de voir ça. À suivre. C'est long shot. Ça va prendre certainement quelques années avant de dire qu'on a une production suffisante. C'est pas grave, on agace les baladeux, justement. On fait crise quand ça va sortir. C'est bien correct. Ah oui, mais ça. OK, on revient à la distillerie du Fjord. Vous sortez du meeting, vous vous faites caler 5000 bouteilles. Vous avez-tu du stock qui est en fermentation ou non? Hey, mon Dieu. On part de zéro. Premièrement, ça a-tu été fêté, ce meeting-là? Tu allais à côté d'un bar à Montréal avec le pire et le frais, puis tu fais là, on lève le coude parce qu'on on a gagné. Là, ben écoute, je me souviens même plus qu'est-ce qu'on a fait après. On a pris une photo en avant du siège social de la SAQ. Ça, je m'en souviens parce qu'on l'a dans nos archives. Là. Il fallait faire sécher les dessous de bras aussi parce que là, on était stressés. Mais on s'est dit, OK, là, ça veut dire que c'est vrai de vrai. Il faut décoller, on décolle la business. On avait peut-être, je sais pas, là, une 50aine de bouteilles. Tu sais, quand on a présenté, là, on était dans les débuts. Là. Après ça, on est retourné au Saguenay, on a dit « let's go ». Mais est-ce que tout était prêt? Je parle, mettons, les caisses, pour, mettons, tout était prêt. Là. Il restait juste à faire du gin, puis let's go, on met ça dans des bouteilles, puis on remplit des caisses. Oui, à quelques détails près, là, c'était de décoller la production. Ouais. Parce qu'un détail de même peut tout faire chier ton affaire, hein, tu le sais. Tu sais, mettons, là, t'as besoin de ta caisse, puis là, mettons, la compagnie est débordée. Il y a un problème là, avec les canettes de microbrasserie en ce moment. Il n'y a pas assez de personnes qui font ça. Puis là, les délais de recevoir tes canettes printées, c'est trop long. Fait que là, ils ratent les fenêtres. Et puis là, ils créent des étiquettes sur les canettes. Puis là, avec le chaud-froid, sa gondole, les produits sont moins attrayants. Tu sais, c'est une petite niaiserie là, pour avoir flirté avec ce milieu-là. Des fois, tu fais hey, c'est bien choquant. Ah, mon Dieu. Nous autres, on s'est prêt à décoller là. Puis là, à cause de vous autres, on va...
c'est faux, tu prévois ta shot. Là. Ouais. Ah, tu sais, être en entreprise, là, pour vrai, c'est tout le temps des affaires comme ça. Ouais. Ça fait 8 ans qu'on est en affaires. Dans la pandémie, on avait plein de problèmes d'approvisionnement, les coûts explosaient. C'est vraiment... je suis toujours dans l'attente de bon, ça va être quoi la prochaine affaire? Mais tu dois apprendre énormément de ça. Ah, ben oui. Là, même autant de la résilience, mais autant dans ta vie de tous les jours. Des fois, tu dois faire là, c'est un problème, résolution de problème. Ouais. On prend un petit 15 minutes, c'est correct de faire. OK, c'est bon, on repart. Puis on repart, c'est ça. Ouais. Exact. Là, après toutes ces années, nous autres, on a une solide équipe. On a des gens qui travaillent avec nous autres depuis 5-6 ans déjà. Mm-hmm. Puis, et moi, je suis un éternel optimiste positif. Fait que, quand tu as des problèmes, ben, justement, ça fait un peu exact comme tu viens de faire. Là. Fais-les, ouais. Ça va bien. Non, mais pour avoir été dans l'usine l'autre fois, je trouve que ton staff avait l'air très, très bien. J'ai une solide équipe. Tu sentais une belle, mais anecdote, belle ambiance de travail. Tu parles de justement les caisses, tous les détails. C'était la première fois que je gérais ça, des codes barres. OK? Puis, tu sais, la SAQ, c'est une grosse machine. Il faut vraiment que tu sois tête sur tes affaires. Puis, j'avais fait une erreur sur mon code barre de boîte. Puis, j'avais reçu une non-conformité. Il m'avait dit, il faut que tu retournes dans les entrepôts, modifier toutes tes boîtes. Fait que là, c'était. Il y avait un chiffre sur ton code barre qui n'était pas correct. Qui n'était pas bon. Ah ouais. Puis, on commence. Là, tu le prends avec un crayon feu des fêtes. Puis là, il dit, ben voici, ça, c'est la pénalité par caisse. Ça, c'est le tarif que ça te coûte pour aller déranger les entrepôts pour corriger tes affaires. Il faut que tu refasses imprimer des étiquettes. Tout. Fait que, tu sais, je me souviens plus comment ça nous avait coûté, là, mais tu sais, quand tu commences, chaque pièce est vraiment importante. Ben oui. Je peux te dire que je suis stressé du code barre à cette heure. J'ai resté traumatisé. Mais ça nous avait retardé de 1 mois. Mais ça, tu dois apprendre aussi de dire, on arrive pour l'impression de quelque chose. Montre-les à plein de personnes. Des double checks qu'on dit, là, de double vérification. Moi, je me rappelle, on embouteillait de la bière au coureur des bois, puis je pense que la fermentation, il est arrivé quelque chose. Puis selon la loi, tu as un jeu de 1% d'alcool, 1 à 1,5% d'alcool. Ça se peut que, mettons, c'est marqué que ta bière est à 6 Si c'est à 6,7 c'est pas grave. Mm-hmm. Si ta bière est à 7,2 c'est grave. Puis là, je me rappelle, c'était comme une bière, mettons, à 7,2, mais finalement, elle titrait 8,2, puis on ne voulait pas prendre de chance. Fait que je me rappelle, toute la journée, il y avait quelqu'un qui prenait les bières, mettait ça, l'autre l'étiquetait, l'autre, il donnait ça, il remplissait ça. Puis avant qu'on aille dans il y avait quelqu'un avec un crayon qui marquait. Il marquait le bon pourcentage d'alcool. Il fallait qu'il change le 7 en 8. Ça, c'était le brasseur à Dolbeau qui faisait ça. Puis il disait, ça, c'est un métier passionnant. Là. C'est qu'on riait. Là. Toute la journée à écrire des 8. Ça fait pas beau. Là, il dit, mais j'ai pas le choix. Là. Comme, bon, on va le vivre. Là. Ah, mon Dieu, ça fait partie. Écoute, puis moi, je me souviens, là, dans les premières années qu'on était dans le milieu, là, il y avait eu un rappel chez Bombay. Le gin n'était pas dilué. Donc, la bouteille que tu achetais était à 80% d'alcool. Puis c'était... il y avait eu un rappel. Donc, tu pouvais... Faites attention. Ça me dit quelque chose, ça avait passé dans les nouvelles, ça? Oui, c'est ça. Et Christy, tu dois faire le saut. Tu fais vierge de saut, tu fais un petit gin bien relax. 3 gin tonic, puis tout le monde est blackout dans la maison. Mais c'est... Ouais, exact. Fait que, tu sais, la SAQ, c'est une grosse machine, puis, tu sais, il y a des bons côtés, il y a des côtés que c'est plus difficile. Mais quoi qu'il en soit, nous autres, on travaille avec eux autres depuis plusieurs années. Mm-hmm. Puis, tu sais, à cette époque-là, le directeur de la succursale à Chicoutimi, il nous avait donné un solide coup de main pour le lancement du produit. Parce que dans la mécanique des choses, le stock part de notre distillerie, ça va dans les centres de distribution à Québec puis à Montréal. Et après ça, ça repart des centres de distribution, ça s'en va dans les magasins. Fait que c'est sûr puis nous autres, on est le dernier, ça run parce qu'on est dans le nord. Oui, exact. Ouais. Fait que le directeur, Danny, il avait appelé, il avait dit, écoutez, là, ça, c'est un produit qui vient de la région. Il faut que ça s'en vienne direct en région pour que les gens ils puissent en profiter. Fait que les bouteilles s'étaient vendues là, en un temps record. À Chicoutimi, ça avait pris... C'était ça à Jonquière que vous avez fait une dégustation? On était à Chicoutimi. Il y avait Chicoutimi, Jonquière puis Alma. La grosse SAQ sur le boulevard Talbot? Oui. OK. Puis écoute, on avait prévu plein d'affaires, petites conférences de presse, des dégustations, des trucs comme ça. Mm-hmm. Après 3 heures, il ne restait plus rien. Puis là, on s'est regardé et on a dit, on va y aller. Jonquière, ça avait pris une demi-heure de plus. Alma, 1 heure de plus le jour même. Mon téléphone sonne. C'était la personne à l'approvisionnement de la SAQ. Puis là, ça avait fait un buzz là, dans le réseau parce que il avait rarement vu ça, un nouvel arrivage de gin partir aussi vite. Donc, il avait dit, on va prendre 5000 bouteilles de plus
La journée que vous le sortez? Ouais. Oh shit, OK. Mais vous autres, vous étiez-tu en train de reproduire ou. Ben, nous autres, on était partis, tu sais. Ouais. Puis là, c'est comme. Puis là, quand est-ce que vous pouvez nous livrer? Ah, on va vous revenir, là. Ouais, là, nous autres, on voulait prendre des vacances. Hey, là! Mais c'est capoté parce qu'après ça a été. On a mis à pédale au plancher, là, puis on a travaillé en malade pendant des années et des années. Ouais, mais aujourd'hui. c'est un heureux problème, on va se le dire. Ben oui, nous autres, on se pince à tous les jours. Là, le kilomètre 12, on a remporté plein de distinctions à travers le temps. Puis justement, la distillerie, on a investi pour que ça soit un endroit digne des grandes distilleries à l'international. Aujourd'hui, on est vraiment fiers de dire qu'on est un des gins québécois les plus vendus à la SAQ à travers le Québec. Ça vient de Falardeau. Fait que nous autres, on est comme... C'est fait ici par des gens d'ici. Fait que là, éternellement reconnaissant de ben, c'est ça, hein, quand j'ai la chance de me promener un peu, puis je me dis, Colin, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est fiers de ce qu'on fait. Puis souvent, le monde, il dit, voyons, comment de propriétaire de kilomètre 12? Là, tout le monde dit que c'est son gin. Ben, tu sais, le monde du Saguenay, ils disent qu'ils se l'ont approprié, c'est leur gin. Ah, ben, comme ça, c'est réussite. Ouais. À part de ça, vous avez sorti, là, on a dégusté un petit prêt-à-boire. Ça, c'est quand même assez nouveau, ça. Oui, petit prêt-à-boire. On sait, tu sais, 80% de ce qu'on fait à distillerie, là, c'est du kilomètre 12. Hein. Le reste du temps, là, on essaie d'explorer des trucs, on essaie de s'amuser avec des approches nouvelles. Fait que depuis une couple d'années, on fait des cocktails prêts à boire comme ça en bouteille. Ça a été longtemps juste vendu à la distillerie. Ouais. Là, aujourd'hui, on boit la limonade au thé du Labrador. Mais vous êtes... non, c'est rendu à la SAQ, ça, par exemple. C'est en petite batch. En petite batch? Ouais. J'en ai vu sur les tablettes ici. Mais c'est... allez vous procurer ça là, pour les gens qui nous écoutent sur YouTube. Là, je vous montre la bouteille. Là, les limonades, mais il y a aussi le Cosmo. Ouais. A... On fait le gin fizz au bleuet. Ouais, puis, ils sont tous bons. Le smash. Tu m'en as donné 4 l'autre fois, puis j'ai tout aimé ça. Puis des prêts à boire, je ne suis pas vendu d'habitude parce que c'est des affaires qu'on veut tout enlever le sucre. Mais des fois, je trouve qu'on perd avec en goût. Puis sérieusement, c'est goûteux, c'est bon. Puis... c'est ça, 7%. Ça rend joyeux quand même. Là, hein? 7%, c'est parfait pour l'apéro. C'est parfait, oui. Après ça, vous avez sorti, pour faire une histoire courte de vos produits, vous avez sorti, on va tasser ça du cadre, s'il te plaît. Et puis, vous avez sorti justement Lily, qui était votre liqueur. Oui, on a fait liqueur de thé du Labrador. On a fait une crème d'amande au thé des bois. On a fait de l'alcool de bleuet aussi, 48 Chemin Price. La 48 Chemin Price, oui. Ouais. Ça, c'était quand même assez fort. Puis c'était... à 48% d'alcool. Ouais, il était plus costaud un peu. Ouais. Non, c'était bon, ça. Ouais. Bon. Le gin au concombre aussi. Ça me rappelait une sorte de grappa, mais genre version bleuet sauvage. Hein? C'est comme quelque chose de... OK. Puis après ça, il y avait le gin au concombre. Puis là, c'est en site. Est-ce que vous travaillez sur un nouveau produit? Oui. Là, en ce moment, les tests de R&D sont super excitants parce que moi, quand je prends pas du gin, je prends du rhum. Fait que je suis un grand amateur de rhum. Là. J'aime vraiment ça. J'ai eu la chance de visiter beaucoup de distilleries de rhum. J'ai eu la chance d'aller dans des formations. Donc, on est vraiment là en train de développer un projet de rhum. Et, un rhum brun épicé ou... Oui, on est vraiment sur une approche style rhum épicé, forêt boréale. Donc, on essaie de trouver l'équilibre parfait entre c'est quoi notre identité à nous autres, parce que c'est pas naturel de faire du rhum au Saguenay. Non, c'est de la sucre, canne à sucre. Canne à sucre, mélasse. Donc, on a démarché des fournisseurs pour s'approvisionner une base de rhum. On l'a vraiment travaillé. Puis, s'ajoute à ça notre signature de la forêt boréale. Donc, on travaille avec les plantes sauvages. Un peu la même approche qu'on a faite avec notre gin. Ouais. Mais là, on y va avec le rhum. Avec le rhum, ouais. Je pense que ça va être vraiment trippant. Oui, bien, j'ai hâte. Ben, tu me disais justement l'autre fois que c'était votre dégustation puis qu'il n'y a pas de rhum au Saguenay. Non. Il n'y a pas de... Ben, je sais qu'il y a des rhums québécois. Là. Il y a le Mort Bleu, il y a le Chic Choc. Mort Bleu, Chic Choc. Il y en a quelques... Je pense que dans sa Côte-Nord, ils en font un aussi, je pense. Oui, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Tu sais, les gens ont été beaucoup, beaucoup vers le gin dans les dernières années. Les tablettes de la SAQ, le gin, honnêtement, il s'est saturé. Puis là, il y a une forme d'épuration qui est en train de se faire. Fait que, nous autres, on cherche toujours des moyens. Joueurs qui malheureusement quittent. On parlait de Saint-Laurent tantôt. Ça fait pas longtemps qu'on a appris la nouvelle. Ben oui. Alors, cette année, là, on a 6-7 collègues là, qui ont arrêté ces opérations. Fait que, c'est ça. Il y a eu une ruée vers le gin durant la pandémie, les années qui ont suivi.
Mais tu sais, comme à un moment donné, il y a 5 ou 6 sortes de gin à clémentine. Fait que là, tu te dis, bon, OK, là, on ne sortira pas un autre gin à clémentine. Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement. Fait que non, c'est passionnant. En fait, tu sais, nous autres, on a tout ce qu'il faut pour faire n'importe quel type de spiritueux. Hein, ouais. avec un alambic. Là. Donc, on se dit, bon, mais qu'est-ce qui est dans notre ADN? Comment est-ce qu'on peut continuer à triper? Continuer à faire triper nos clients, les amateurs de spiritueux, travailler de concert avec la SAQ. Fait que, nous autres, on est vraiment là-dedans. Là. Très cool. Très cool. Hey, je regardais le temps, puis ce que j'ai envie de faire, c'est de closer ça maintenant, puis je vais te réinviter, parce que là, je viens de voir que ça l'enregistre pas. Non, c'est pas vrai. J'étais assez content d'enregistrer mon premier podcast. Le gars fait là, tabarnak, on va trouver 16 autres billets pour asseoir. Oh, ouais. Non, écoute, parce que j'aimerais ça qu'on fasse une partie 2 avec, mettons, le rhum, il va peut-être être rendu ses tablettes, en même temps que j'aille passer beaucoup d'autres invités, puis on va pouvoir passer parler du développement du vignoble, des battures. Ben oui, vraiment. Écoute, je t'inviterai à distillerie, puis on prendra l'apéro. J'aimerais bien ça. Puis c'est ça, fait que là, y a-tu des événements auxquels vous participez bientôt? As-tu des affaires à plugger? Là, il y a un rhum qui s'en vient. Oui, rhum qui s'en vient. Après ça... Si les gens veulent aller visiter, y a-tu des visites qui sont organisées? À Noël, on fait tout le temps les portes ouvertes de Noël. OK, allez-y. Fait que ça, c'est tout le temps un beau moment parce que toute mon équipe est là pour faire visiter la distillerie, répondre à toutes les questions, faire déguster. C'est vraiment beau, puis ça fait Noël en esti. Tu mets 3-4 guirlandes avec un sapin, là, parce que ça fait un gros, ouais, c'est ça, un gros chalet avec une petite ponce, ouais. Non, c'est... Ouais, tu travailles de quoi au gingembre? C'est la grosse mode, c'est assez les shots de gingembre. Je prends ça moi, depuis un bout, puis je trouve que ça me fait du bien. En tout cas, j'ai pas encore eu de grippe. Puis, mais sérieusement, pitchez-vous là-dessus, ça va être. Est-ce que vous savez la date ou? On essaye pour Noël dans les plans. Je pense que l'épisode va être diffusé avant Noël, mais en tout cas, pour Noël, allez-y de Saint-David de Falardeau. Distillerie-du-Fjord.com. Oui, exact. On est vraiment présent sur les réseaux sociaux aussi, sur Facebook, Instagram. Fait que, on invite les gens à suivre notre aventure. Hein. C'est ça qu'on fait depuis les dernières années. Rappelle-moi, ça représente combien, mettons, votre gin à vous autres, le kilomètre 12 parmi tous vos produits, ça représente combien de ventes? En pourcentage? En pourcentage, c'est à peu près 80 OK. On fait 160 000 bouteilles par année. Maintenant. Tu viendras embouteiller. J'aimerais ça. Pardonner. J'aimerais ça. Ouais. Non, finalement, c'est toi qui vas être perdant. On va passer bien chaud. Puis dire, hey, va-t'en. T'ajusteras le pourcentage d'alcool. C'est parfait. OK, fait que, on visite votre site Internet, on se procure les produits, puis là, le temps des fêtes arrive. Fait que c'est le temps d'acheter des bons spiritueux, puis partager ça. Puis nous autres, on s'en verra dans un prochain épisode. Merci encore une fois de t'être déplacé. C'est moi qui te remercie. Bien apprécié. Super agréable.